Je vous propose qu'on fasse maintenant mieux connaissance avec la Commission fédérale pour les questions féminines. Et on a beaucoup de chance car la présidente de cette commission est parmi nous aujourd'hui et elle a non seulement accepté de nous guider dans les méandres de la CFQF, mais aussi de répondre à toutes vos questions ensuite. Professeure ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, où elle enseigne les droits humains, le droit économique de la libre circulation et le droit des migrations, ses recherches portent sur le droit constitutionnel, européen ou encore international. Elle a été conseillère d'État et conseillère nationale pour le canton de Vaud, mais a aussi cofondé et co-dirigé le Centre suisse de droit des migrations. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la professeure Cécela Amarel. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais me montrer digne de cette introduction. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à être ici parmi vous. J'ai en fait, aujourd'hui, ça a été dit, 2 casquettes. Je suis surtout venue en tant que présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines, qui est une commission fédérale pour les questions de genre de manière générale. On traite aussi les problématiques, évidemment, les questions LGBTQ et toute une série de questions de non-binarité. Et puis, si vous voulez, c'est une commission. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui surtout de l'AI et des biais multiples, des biais tant de genre que de race. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi nous avons décidé de parler de ces 2 questions à la fois, et puis de voir un peu quels sont les défis démocratiques qui nous attendent dans cet État qui est un État d'ores et déjà numérique. La Commission fédérale, c'est un organe consultatif du Conseil fédéral qui traite en fait de toutes les questions liées à la situation des femmes, mais aussi, comme je le disais, à la question aussi des problématiques d'égalité et des problématiques de genre. C'est une commission qui est la plus ancienne des commissions extraparlementaires de la Confédération, qui est née en 1976, à l'heure où justement il fallait donner des impulsions importantes dans le domaine de l'égalité. Et c'est une commission qui a été souvent précurseur dans toute une série de domaines. Par exemple, le viol entre époux, lorsqu'il a été pénalisé, c'est la Commission fédérale qui a introduit et imposé ce débat public. Lorsqu'il a été question aussi de toute une série de problématiques en lien avec les questions familiales aussi, cette Commission fédérale a été précurseur. Donc elle a eu un rôle assez pédagogique à des moments donnés en voulant introduire dans le code pénal notamment la problématique du viol entre époux. Donc voilà, c'est une commission qui a pour mandat vraiment de donner des recommandations. On passe notre temps à être consultés sur toute une série de sujets et nous informons, nous essayons aussi de sensibiliser la population et nous avons des collaborations avec l'ensemble des associations et j'ai vraiment le grand plaisir de voir que, évidemment, une en tout cas ou 2 membres de la commission sont ici parmi nous. Donc voilà. Aujourd'hui, la thématique de la numérisation de la société, elle est comme un des points prioritaires en fait, de la Commission pour la législature 2023-2027. Pourquoi ? Parce que la Suisse est un pays qui n'a pas de législation transversale sur l'IA. Il y a des pays précurseurs qui l'ont, on le verra tout à l'heure. Et puis, surtout, que le Conseil fédéral s'est donné en fait, pour cette prochaine année, jusqu'à fin 2026, en fait, un agenda pour aboutir à un projet qui sera mis en consultation à la fin 2026 sur la problématique de l'IA. Donc, évidemment, vos assises, genre et numérique, tombent à point nommé, puisque pas plus tard que hier, le Conseil fédéral a communiqué aussi sur cette question. On verra tout à l'heure. Mais, disons, la Commission fédérale est en train de travailler aussi de son côté et puis a mandaté notamment un avis de droit dont on parlera peut-être aussi avec la Commission fédérale contre le racisme pour justement tenter de donner en tout cas des orientations importantes aux autorités fédérales. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement 4 points. D'abord,
être conscient des enjeux et des défis pour la démocratie et les droits humains que constitue l'IA et les orientations politiques qu'on va avoir au cours de ces 2-3 prochaines années en Suisse. Deuxièmement, vous l'avez déjà vu dans certains ateliers, la question du fonctionnement des biais algorithmiques tant de genre que de race, le cadre juridique et ses lacunes, et puis ensuite les conditions pour promouvoir justement la protection contre la discrimination dans un État numérique. Je me suis permis de vous rappeler 2 ou 3 choses qui relèvent du passé. Ces 2 ou 3 choses, c'est surtout dans les années 90, où justement on avait constaté que les extractions de données s'étaient faites de manière secrète et de manière massive, des extractions de données de la population par des entreprises technologiques, et tout cela s'est opéré sans qu'aucune contrainte légale ne vienne réellement l'entraver. Ça avait été conduit par la Silicon Valley en particulier et par une idéologie libertarienne de droite, néolibérale, et cette captation de données a eu lieu pendant plusieurs dizaines d'années, à partir des années 90, par la Big Tech, et elle est devenue, à un moment donné, une menace bien palpable pour nos démocraties et nos libertés, lorsqu'il y a eu des collaborations étroites d'abord entre ces entreprises et les services de renseignement de plusieurs États et de plusieurs armées pour surveiller les populations. Et ce sont des menaces qui ont été aussi bien palpables, notamment dans les années 2015, lorsque sont venus s'ajouter plusieurs scandales révélant plus largement des menaces sur les processus électoraux, l'accès équitable au débat public et la capacité des personnes à prendre des décisions sans manipulation excessive vis-à-vis de certaines prévisibilités de décisions étatiques, etc. Donc c'est dans ce contexte qu'arrive la question de la technologie algorithmique qui concrétise aujourd'hui ce que certains dans les milieux féministes appellent le patriarcat des données. Un patriarcat des données qui est omniprésent, qui remplace de plus en plus parfois les décisions humaines, et on retrouve évidemment toujours des secteurs de plus en plus larges, qu'il s'agisse de la lutte contre la criminalité par la reconnaissance faciale, l'octroi de crédits bancaires, l'octroi de logements, l'octroi de permis de séjour, etc. Donc, il y a 2 écrivains, 2 chercheuses aussi, qui sont assez, qui ont évoqué tout cela avec beaucoup de talent. C'est évidemment Shoshana Zuboff, que vous connaissez, grande chercheuse américaine, et puis aussi Asma Mala, qui est aussi une chercheuse française. Je pense que, en tout cas à titre personnel, c'est ces 2 chercheuses qui, pour moi, ont été les plus emblématiques dans cette prise de conscience sur la question des menaces technologiques. Shoshana Zuboff a été une des premières à comprendre que, en fait, si le XXe siècle avait été un siècle où on avait beaucoup exploité la nature, le XXIe siècle allait être un siècle où on allait beaucoup exploiter la nature humaine, je dirais, et tout ce qui est relatif à la vie humaine, à ce que pense l'humain. Et c'est elle qui a été la première vraiment à parler de capitalisme de surveillance et puis à faire en sorte d'avoir un regard critique, non pas technosolutionniste, mais un regard critique par rapport à ce qui est en train de se passer sur ces technologies. Sur le plan des enjeux pour la démocratie et surtout pour les droits humains, il y a plusieurs risques dans le domaine technologique. Il y a notamment, je le disais tout à l'heure, en 2015, on a commencé à comprendre qu'il y avait des risques sur le droit à des élections libres, la question de la fiabilité et de la transparence, la protection de la sphère privée, l'autodétermination informationnelle, mais aussi et surtout la question des discriminations et l'interdiction de la discrimination qui est prévue à l'article 8, alinéa 2 de la Constitution. S'agissant de ces interdictions de discrimination, il faut dire qu'il y a un consensus chez les chercheurs pour dire qu'il n'y a pas d'algorithme totalement exempt de discrimination. Il y a un présupposé qui dit que l'algorithme est quasi forcément discriminant si on ne fait rien.
Donc ça, c'est un élément important. On parle aussi d'équité algorithmique qui s'impose pour décrire à la fois le fait que certains algorithmes sont exempts de certains biais et de préjugés, et que dans une certaine mesure, il y a une répartition équitable des avantages et des inconvénients résultant de ces décisions algorithmiques. On parle d'équité et non pas d'égalité dans ce domaine d'algorithme. Il y a toute une série de contradictions entre le cadre légal des principes de protection des discriminations et la manière dont fonctionnent les algorithmes, en particulier parce que les motifs juridiques en principe sont exhaustifs et que de l'autre côté, les algorithmes sont très complexes et ont des classifications qui sont, disons, grandissantes. Il y a des nouveaux schémas de discrimination quasiment par jour, enfin en permanence, alors que le droit est quelque chose d'extrêmement figé et qui, évidemment, cette inadéquation entre l'un et l'autre pose un certain nombre de problèmes. Il y a toute une série aussi de problèmes sur le fait que l'algorithme prévoit et, disons, consiste aussi à provoquer des discriminations multiples et intersectionnelles. Quand on est une femme noire, pauvre, et jeunes ou âgés, eh bien évidemment, on accumule les potentiels de discrimination. C'est ce qu'on appelle les discriminations intersectionnelles. Or, le droit n'intègre pas, au niveau du droit suisse, cet élément, puisque le tribunal fédéral ne les prend pas en compte pour l'instant dans sa jurisprudence. Il y a une espèce d'angle mort entre ces discriminations multiples et intersectionnelles et puis la jurisprudence qui, pour l'instant, ne prend pas en compte ces éléments. Je vais vous faire l'impasse sur la question de la définition du biais algorithmique parce que vous en avez parlé dans les ateliers. J'aimerais juste parler de cette question de race parce que j'y fais référence. Le terme de race, c'est un terme qui se fonde évidemment sur la théorie des différences entre races humaines en raison de caractéristiques biologiques. Donc évidemment, ce n'est pas un terme très heureux. C'est un terme qui, disons, est un terme à la fois qui est là en français et qu'on utilise, la Confédération l'utilise, mais met tout le temps des guillemets. C'est ce qu'on va faire nous aussi ici. Et puis, les chercheurs utilisent le terme race parce que comme cela a été rappelé et documenté, le racisme structurel existe en Suisse. Les personnes, notamment noires, ont plus de difficultés à trouver des logements, ont plus de difficultés sur le marché du travail, etc. Donc c'est un terme qu'on va utiliser. Mais cette question du biais de race a été un des premiers à permettre la prise de conscience des discriminations. Notamment, il y a eu les recherches sur Google. Lorsque vous cherchez sur Google trois adolescents noirs et vous cherchez une photo, eh bien, vous avez tout de suite des photos de police. Si vous cherchez 3 adolescents blancs, vous avez tout de suite des ados qu'on met en scène autour d'un match de basket, etc. Donc, cette prise de conscience sur la race a été extrêmement importante sur la question de la race, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons cherché à faire, avec la Commission fédérale contre le racisme, un travail commun dans ces domaines. Les problèmes concrets dans le domaine des discriminations sont très larges. On m'a demandé de ne pas parler que des discriminations de genre, donc je vous parle juste des discriminations aussi de race. Et un des problèmes clés, c'est l'activité prédictive de la police, avec justement les questions où la police utilise les big data, où la police utilise aussi des systèmes de localisation ou des systèmes de questionnaires pour justement faire en sorte qu'on puisse savoir des choses sur des personnes. Et puis, il y a toute une série d'éléments qui sont, disons, de plus en plus effectifs dans les polices cantonales, notamment le fait qu'il y a des réponses à des questions. Ensuite, on fait des bases de données sur la base de ces questionnaires et on travaille avec un système
de travail prédictif basé sur la personne, avec des rapports de risque faible ou risque élevé sur des personnes. Il n'y a pas des explications causales sur l'ensemble des bases de données que je vous ai présentées ici. C'est seulement des corrélations qui sont utilisées. Et, disons, l'apprentissage automatique n'est pas encore vraiment effectif dans les polices cantonales, mais chaque canton utilise au moins un système de décision basé sur des algorithmes. Et, disons, ce sont des algorithmes qui reposent plus ou moins théoriquement sur une base légale, à tout prendre la clause générale de police. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les cantons sont dotés de ces activités prédictives de la police, dont certaines posent un certain nombre de problèmes parce qu'ils n'ont pas une vision complète de la personne via les questionnaires qui sont utilisés. Parfois, certaines personnes sont enregistrées par erreur, etc., etc. Donc, c'est une image forcément déformée de la réalité sur laquelle, après, évidemment, on peut pondérer un certain nombre de décisions. Il y a aussi des données qui sont potentiellement biaisées. Je vous ai mis ici, par coquetterie, la question du distributeur de savon. Quand il y a des distributeurs de savon qui sont connectés et ils ne reconnaissent pas une peau noire, ils reconnaissent uniquement une peau blanche. Et donc, en fonction de la peau qui est en dessous du distributeur, le distributeur ne vous donne pas accès au savon. Donc, tout ça pour vous dire que c'est des éléments qui sont évidemment très intrusifs et qui ont un impact très important sur les droits humains. Aujourd'hui, l'activité prédictive de la police a fait l'objet d'un certain nombre d'arrêts qui ne concernent pas les algorithmes en tant que tels, mais qui ont, disons, permis de donner un coup de frein à un certain nombre de comportements. Il y a eu cet arrêt Vabailey contre Suisse en 2024 qui va interdire le profilage racial de la police. On ne peut pas interpeller pour un contrôle d'identité une personne uniquement parce qu'elle est noire et que tout d'un coup elle regarde par terre parce qu'elle est gênée qu'un policier le regarde. Et ça, c'est vrai qu'il faut, disons, que la police puisse justifier d'indices sérieux, de présomption pour pouvoir faire ce profilage racial. L'argument de la couleur de peau n'est pas suffisant pour une action de la police comme celle-ci. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui rejoint les interdictions de l'IA Act européen qui prévoit aussi ce type d'interdiction. On pourrait parler encore beaucoup de temps sur d'autres éléments, notamment la gestion numérique des frontières. Il faut savoir que dans la gestion numérique des frontières, il y a des algorithmes qui, justement, prévoient de voir vers où la police va agir pour faire ce qu'on appelle des pushbacks, pour renvoyer un certain nombre de personnes. Ça, c'est aussi lié au profilage racial des activités de police et de la gestion numérique des frontières. Et évidemment, de plus en plus, et j'en parle parce que c'est aussi un sujet très intéressant, la politique migratoire est aux avant-postes dans tous les domaines sur la problématique numérique. Il y a eu un nouveau pacte sur l'asile et l'immigration qui a été voté par l'Union européenne, adopté l'année passée, et je peux vous dire que toutes les activités sont liées à la problématique numérique, à l'interopérabilité des réseaux qui est extrêmement massive dans ce domaine. Je vous les laissais là, mais je vous les mettrai à disposition. Juste, c'est des dispositions aussi qui permettent, dans le cadre d'une demande d'asile, d'avoir accès par l'autorité au téléphone des demandeurs d'asile. Et ça, c'est quelque chose qui entre en vigueur au 1er avril 2025 de cette année. Il y a aussi les problèmes de scoring social. Il y a des études actuellement à l'EPFL, à l'UNIN, et avec interface sur la question du scoring social, qui est normalement interdit dans l'acte européen, mais qui est quand même analysé avec des questions normatives et empiriques.
quels sont les systèmes de social scoring qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que l'utilisation de ces systèmes est éthiquement ou juridiquement souhaitable? Ça, c'est des éléments qui font actuellement l'objet de recherche en Suisse et puis qui, normalement, sont interdits au niveau de l'Union européenne. Maintenant, s'agissant du genre, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les potentielles discriminations dans le domaine du genre. Vous le savez mieux que moi, c'est des questions de recrutement, des plateformes de recherche d'emploi qui sont biaisées, des moteurs de recherche biaisés, des analyses des émotions de l'IA qui permettent des biais de genre, des accès aux services publics, aux banques et aux assurances avec des modèles statistiques pour évaluer la solvabilité, notamment de femmes en famille monoparentale qui sont biaisés. Les violences conjugales, on a vu que les logiciels n'étaient pas très performants pour identifier les problématiques de violences conjugales avec des faux négatifs qui ont été identifiés assez clairement. Des soins de santé où certains éléments de recherche sont défaillants et sont uniquement basés sur des modèles masculins, avec des manques de fiabilité prédictive pour la santé des femmes. Des violences liées au genre, évidemment. Les femmes sont en première ligne face aux violences de genre dans le domaine numérique, et puis des assistantes numériques extrêmement stéréotypées, comme Alexa, Siri, etc., qui ont des voix, une commisération toute stéréotypée par rapport aux femmes. Un des problèmes concrets de genre, c'est la sous-représentation des femmes en tant que groupe dans le monde qui est actuellement actif dans la productivité numérique. Et on a eu le Conseil fédéral a sorti des chiffres sur, notamment dans le document Stratégie suisse numérique 2025, la part des spécialistes du numérique s'agissant des femmes s'élève à 0,9%, alors que la part des hommes, des spécialistes, ceux qui font l'intelligence artificielle, s'élève à 5,7% pour l'année 2023. Donc, un des problèmes de fond, c'est que les femmes ne s'occupent pas assez de l'intelligence artificielle, ne sont pas assez productives dans ce domaine-là. S'agissant maintenant du cadre juridique, les lacunes, elles sont assez dantesques, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas de surveillance ex ante visant une protection collective lorsqu'une intelligence artificielle se déploie. On a une interdiction de la discrimination à l'article 8, alinéa 2 de la Constitution, mais qui concerne surtout les autorités publiques, alors que dans le domaine algorithmique, les biais et les discriminations proviennent surtout de privés. Donc on est désarmé par rapport à ça au niveau constitutionnel. Et puis l'interdiction des discriminations par les entités privées est vraiment très lacunaire. Il ne repose que sur la loi sur l'égalité et que la loi pour l'égalité dans le domaine du handicap. Donc c'est extrêmement lacunaire. On ne peut rien faire dans le domaine des discriminations algorithmiques avec le cadre juridique dans lequel on est aujourd'hui. Alors les pistes possibles, quelles sont-elles? Alors évidemment, on va nous dire, oui, il faut des nouveaux modèles de gouvernance, il faut des codes de conduite, il faut de l'autorégulation, c'est ce que la Suisse aime faire en général, c'est de faire de l'autorégulation. Donc on va sûrement faire des codes de conduite avec des entreprises pour qu'elles s'engagent à faire des algorithmes et de l'intelligence artificielle sans discrimination. Il faut diversifier les équipes. On a dit 0,9% des femmes sont aujourd'hui capables d'évoluer dans cet écosystème algorithmique. Il en faut plus et diversifier les équipes qui font ces intelligences artificielles. Il faut des solutions techniques pour débiaiser, auditer les systèmes AI. Il faut des instruments éthiques dans le domaine de l'AI qui assurent un certain nombre de principes comme l'équité, la fiabilité, la sécurité. Il faut des outils d'aide à la détection et la formation des techniciens et la formation de la population. Ça, c'est des éléments qui, pas aussi clairement, mais figurent dans la stratégie suisse numérique 2025 et qui, disons, ne nécessitent pas une modification du cadre légal. Au niveau du droit suisse, on a une double contrainte parce qu'à la fois, on a du retard
dans le domaine discriminatoire sous-sol en tant que tel, et puis on n'a rien dans le domaine de la discrimination algorithmique. Donc c'est une double contrainte qu'on a aujourd'hui dans le droit suisse. On peut évidemment durcir les sanctions pour essayer d'attraire ces problématiques dans la loi sur l'égalité et durcir les sanctions pour qu'elles soient harmonisées avec le droit ordinaire des sanctions. Il y a peut-être une évolution, une interprétation plus large du principe du traitement des données et du principe de la bonne foi qui pourrait nous permettre de recourir. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des articles 27 et suivants du Code civil. Et puis, on peut même envisager d'étendre le champ d'application du Code pénal, notamment la norme pénale contre le racisme, en cas d'actes dénigrants qui ne sont pas couverts par la norme pénale contre le racisme aujourd'hui. Il y a des aspects procéduraux aussi qui sont très importants. Et en ce sens-là, j'aimerais vous dire que du point de vue de la procédure, il y a des choses à faire, notamment des principes juridiques concernant des recours, par exemple, collectifs. Il y a des éléments pour étendre le droit d'agir des organisations à but non lucratif. Il y a ce qu'on appelle, c'est très technique en droit, des maximes inquisitoires sociales. En cas de discrimination, on aide la personne à établir les faits. C'est le juge qui le fait, ce n'est pas la personne qui doit aller chercher toute la complexité dans les algorithmes, etc. Et puis, il peut y avoir aussi la solution d'un règlement extrajudiciaire des litiges. Et puis, il y a le droit international et comparé. Vous le savez, 2024 a été particulièrement marqué par la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle, qui a été adoptée le 17 mai 2024, avec justement le Conseil fédéral qui a laissé plus ou moins entendre qu'il allait ratifier cette convention cadre. Et cette convention cadre, évidemment, elle est relativement importante parce qu'elle suppose que le Conseil fédéral doit faire des projets de modification législative, notamment dans le domaine du contrôle, du fait d'assurer une innovation sûre, de faire un droit de recours digne de ce nom pour la discrimination algorithmique, de garantir la procédure, de faire des cadres d'évaluation des risques de ces algorithmes et de ces intelligences artificielles. Il y a aussi l'AI Act de l'Union européenne, qui est une approche qui est basée sur les risques. Si on a des programmes qui sont très risqués au niveau des droits fondamentaux, eh bien, on a des obligations particulières. Le programme peut être interdit ou bien il oblige en fait l'entreprise qui l'utilise à assurer la qualité des données, à donner des détails et puis à aussi évaluer son propre programme d'intelligence artificielle. Par contre, si le programme n'est pas dangereux, disons, l'AI Act laisse évoluer ces programmes. Il y a aussi d'autres éléments, notamment la loi cadre allemande, qui peut être intéressante parce qu'elle intègre la question des discriminations multiples et intersectionnelles. Et puis, il y a le protocole 12 de la CEDH que la Suisse a toujours refusé de signer et qui, elle, prévoit, disons, qu'on puisse utiliser la non-discrimination qui est consacrée dans la CEDH de manière générale et pas uniquement en se basant sur des violations de droits autres. Ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que jusqu'en 2026, la Suisse va devoir faire des choix. Et là, je dirais 3 types de choix que je vous ai mis ici. Le premier choix, c'est d'avoir une approche de réglementation sectorielle qui semble évidemment assez adaptée à l'évolution de l'intelligence artificielle parce que l'évolution par secteur est quand même assez aisée. Mais cette approche sectorielle, elle manque de principes de base. C'est pour ça que, disons, d'autres pays ont choisi d'autres solutions. L'approche de l'Union européenne, c'est une approche globale et une approche horizontale avec des principes de base
et on additionne à ces principes de base une approche, disons, sectorielle sur des mécanismes d'évaluation par secteur. Et donc, la Suisse pourrait choisir aussi cette approche basée sur les risques que prévoit l'Union européenne. Et la question sera aussi de savoir comment est-ce qu'elle intègre cette harmonisation avec l'Union européenne. Et puis entre deux, je dirais, entre l'approche purement sectorielle et l'approche globale de l'Union européenne, il y a la Convention du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle que la Suisse très probablement va ratifier à terme. Et elle va, disons, c'est une approche qui est avec ou sans obligation des privés. C'est une approche de cette convention qui est déjà prévue par l'Australie, le Japon, Singapour, les États-Unis, qui prévoit justement des lignes directrices, souvent facultatives pour les privés, et puis qui intègrent la problématique des droits fondamentaux. Voilà, donc on est vraiment à l'heure des choix. Si vous avez l'occasion de donner votre avis sur cette question au cours de ces 2 prochaines années, parce que, disons, le Conseil fédéral va mettre en consultation un projet à la fin 2026, et il y a aujourd'hui des réflexions autour justement de ces différentes approches. Je pense que derrière cela, il y a vraiment des enjeux très importants, et puis évidemment, c'est une question qui va devoir être tranchée au cours de ces 2 prochaines années, j'imagine. Et donc, ça va être un défi passionnant aussi pour, disons, vos organisateurs, pour pouvoir suivre de près ces enjeux politiques qui sont évidemment à la fois préoccupants, mais à la fois très, intéressants par rapport à ce qui nous attend au cours de ces prochaines années. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis aussi de vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Amarelle, pour ce véritable tour d'horizon de la problématique des discriminations de l'IA en Suisse et des pistes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Passionnante peut-être. La parole vous revient maintenant dans le public. Vous avez compris, vous pouvez vous envoyer ce micro à travers la salle. Apparemment, il ne craint rien ni personne, même pas les discriminations de l'IA, qui se lance en premier. Juste là, merci beaucoup. 4 heures. Merci. Oui, je suis juste curieuse. Est-ce que vous pensez que c'est possible de légiférer au niveau suisse en sachant que apparemment tout ce qui est IA, ça va être très international et même mondial avec certains pays qui potentiellement ne signent pas les mêmes conventions que nous. Comment c'est possible ? Eh bien parce qu'en droit, il y a des forts, il y a du droit applicable qui reste quand même national. Et si vous avez, par exemple, dans le domaine du droit privé, vous avez la protection de la personnalité, par exemple. Vous pouvez évidemment invoquer les articles du Code civil. Et si, disons, ce qu'on appelle le fort est en Suisse, et si le droit applicable est le droit suisse, eh bien forcément que vous allez... disons, faire votre action dans le droit suisse. Je crois que c'est vrai ce que vous dites, évidemment, c'est extrêmement mondialisé. C'est ce qui rend aussi la problématique complexe. Mais disons, on reste quand même dans un domaine dans lequel les droits fondamentaux, vos libertés personnelles, vos propres, disons, patrimoines aussi, peuvent être, quand vous êtes, par exemple, dans un conflit dans le domaine du droit du travail, vous avez un employeur qui utilise, par exemple, un algorithme pour identifier des candidatures intéressantes parmi 300 ou 500 candidatures. Ça, c'est, disons, quelque chose, du moment où le siège de l'entreprise est ici et où vous travaillez surtout ici, puisque ça, c'est un des critères du droit international privé. Vous pouvez évidemment faire votre action ici avec le droit suisse. Mais je comprends, c'est un questionnement, c'est un vrai questionnement aussi. Merci beaucoup. Une prochaine question ici devant. Je vous le fais passer.
Merci. J'ai un peu deux questions. De ce que tu nous as raconté, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'espoir qui est mis dans la recherche et le développement technologique. C'est là qu'on va arriver à résoudre ou à trouver les biais. On en a parlé ce matin des enjeux, de la difficulté. Donc la question là, c'est est-ce que la Suisse ne devrait-elle pas plus investir dans la recherche, et puis vraiment la recherche orientée pour combattre, non pas combattre, oui, travailler sur ces solutions, puisqu'il semble que tout est une question de pondération des risques, donc autant mettre l'argent vraiment là-dedans pour soutenir ça. Est-ce que là, il y a des initiatives en Suisse pour ça? Et l'autre question, j'ai aussi l'impression que c'est... Donc voilà, il y a des lois, des droits, mais il faut encore qu'il y ait une surveillance efficace pour savoir si les droits de non-discrimination sont vraiment appliqués. Est-ce que là aussi, il y a des mécanismes en place? Alors, moi, je ne vous ai pas délivré un discours technosolutionniste. Je pense justement que c'est très important qu'on ait un débat public sur ces problématiques parce que dans les années 90, je vous parlais de Shoshana Zuboff, c'est elle, essentiellement en tant que chercheuse, qui a mis les warnings. Et puis, évidemment, il y a eu des ONG, il y a eu les politiques s'en sont mêlés aussi. Mais dans les années 90, on a volé les données de manière massive, dans un silence le plus absolu qui soit. Et c'est vraiment à partir des années 2000 où il a commencé à y avoir une conscientisation de ces questions. Et c'est grâce aux chercheurs, ça c'est sûr. Donc évidemment que moi je dirais que oui, le Conseil fédéral, oui, la Confédération va très probablement dans les projets qui vont être les siens jusqu'à fin 2026, disons, proposer un certain nombre de financements et d'investissements. Il va falloir que ce soit accompagné de programmes de recherche qui sont déjà en cours. Hein. Il y a le PNR 77, il y a des projets FNS, mais disons, moi je pense que c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus important, évidemment. Et ça doit être à des institutions aussi qui disposent justement de ressources avec des chercheurs qui ont des grilles d'analyse en études genre, ou bien qui ont, qui ont cette analyse en sciences sociales qui permet aussi de conscientiser sur tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'on l'a vu avec la politique, la police prédictive, on le voit bien. Et il y a toute une série d'instruments qui ne sont pas utilisés. Enfin, le droit est très lacunaire par rapport à ces questions. Donc c'est évident que, je vous dis, le rapport qui est sorti hier du Conseil fédéral montre vraiment tout ce qu'il y a notamment à faire en termes de réforme. Et c'est clair que la Suisse, comme plein d'autres pays, doit faire ce travail. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui ont déjà fait ce travail, qui ont commencé à faire ce travail, mais la Suisse doit commencer à le faire. Et il faut qu'elle le fasse quand même relativement vite, compte tenu des évolutions, et faire des choix justement entre ces différentes options qui s'offrent à nous. Merci beaucoup. Et on l'a vu ce matin, la difficulté aussi des avocats du domaine du droit pour fixer justement tous ces paramètres-là et pour légiférer là-dessus. Il y a un vrai angle mort en ce moment sur ces questions dans le droit. Oui. Merci. Il y a aussi la problématique que la technologie évolue tellement vite et puis que le droit, le temps de s'asseoir, de consulter tout le monde, de promouvoir un projet législatif, la technologie, elle est déjà très loin. Par exemple, on le voit avec la loi sur la protection des données. On a mis des années à la concevoir et maintenant qu'elle est entrée en vigueur, limite, elle est déjà désuète. Heureusement qu'elle fonctionne sur la base de principes, ce qui permet d'appréhender certains aspects. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi une problématique. La technologie, elle évolue tellement rapidement qu'il est difficile pour les lois de suivre.
Il y a un vrai gap entre ces évolutions, un vrai gap temporel, effectivement. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une rapide. Oui, le micro remonte jusqu'à vous. Cette fois, on ne vous fait pas l'affront. Ah si, ah bah si. Pardon, oui, je m'excuse de prendre la dernière question. En fait, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant. J'ai l'impression qu'on est en mode très réactif sur les IA, par exemple. Mais finalement, un peu comme on l'a été, c'est pas dans votre domaine par rapport à l'accessibilité numérique ou à l'accessibilité générale des personnes qui souffrent d'un handicap, par exemple. Et je me dis, finalement, ça n'a pas, en tout cas dans le numérique, ça n'a pas vraiment marché, tout ce qui est lié à l'accessibilité numérique. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une sorte de vision ou de label de ce qu'on voudrait, plutôt que simplement légiférer sur, OK, ça... on ne veut pas, ça, on ne veut pas, ça c'est répréhensible, mais aussi d'être dans une démarche un peu comme vous disiez, je pense, si j'ai bien compris, d'un label de OK, ça c'est OK, et il faut que toutes, par exemple, les administrations publiques valident ces critères-là, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez... De passer par une labellisation. Ouais. Alors, j'en ai pas parlé, mais elle figure dans les propositions infralégales. Le problème, c'est un problème de rapport de force. Les citoyens ne sont pas en mesure d'imposer, disons, à l'ordre économique dominant, je ne veux pas parler comme le monde diplomatique, mais disons, il y a quand même des rapports de force quand même très différents, et on peut faire des vœux, mais disons, c'est vrai, la session des femmes notamment a élaborer des vœux par rapport à comment doit être, par exemple, l'évolution des algorithmes, par exemple, ou l'évolution de la vie numérique en société. Mais disons, le problème, c'est que les rapports de force dominants à l'heure actuelle ne se trouvent pas à la session parlementaire des femmes. C'est autre chose dont on a affaire ici. Et c'est vrai que, par exemple, l'Union européenne est extrêmement attaquée aujourd'hui, notamment par cet IA Act et cette volonté de réguler, alors que d'autres pays sont plutôt dans l'autorégulation ou ont d'autres types de méthodes. Mais les labels, c'est quelque chose qui est infralégal et qui, pour l'instant, c'est une solution parmi d'autres, mais ce n'est pas une solution qui est la solution à ce qui est en train de se passer. On peut dire on n'utilise que les algorithmes qui sont labellisés. Et puis, par exemple, dans le domaine des marchés publics, dans le domaine, par exemple, des mandats, on n'utilise que les institutions ou les entreprises qui utilisent ces labels. Ça fait partie des solutions. Mais c'est une solution d'autorégulation infralégale qui, à mon avis, n'est pas suffisante, aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans un monde mondialisé. Merci beaucoup, professeur Amarelle. Je vous propose qu'on l'applaudisse à nouveau.